Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission Emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Émission du lundi au vendredi. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux et votre fidélité. Débat, expertise, analyse et nos rubriques habituelles. En première ligne, justement, quelles leçons à tirer de ce premier confinement? On va en parler avec une DRH. Eh bien, son entreprise a tiré les leçons de ce premier confinement. On fera le point dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Et évidemment, avec le mois de décembre, il n'y a pas que Noël, il y a aussi les entretiens annuels. Comment les gérer, ces entretiens annuels? C'est souvent un moment difficile pour les collaborateurs. On en parle avec les invités de Jérémy Cléda. Dans le cercle RH, alors sujet éminemment sensible, les RH à l'heure des réseaux sociaux. Bah oui, à quel moment a-t-on le droit de tweeter, vie privée, vie professionnelle? Tout se mélange avec le télétravail. C'est un sujet sensible et on en parlera avec les experts dans le cercle RH. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, eh bien on va découvrir un outil. Alors ça, c'est assez inquiétant, qui vérifie les informations sur votre CV. Quand vous dites un peu n'importe quoi, une mauvaise référence, eh bien cet outil permet de détecter, c'est une sorte de détecteur de mensonges, d'erreurs de CV. On en parlera avec notre invité. On fera le point aussi sur la notion de confidentialité, parce que c'est aussi un sujet important. Voilà pour le programme. Tout de suite, en première ligne, notre première rubrique. En première ligne, les entreprises, les DRH qui sont en première ligne de ce confinement, alors qu'il est en train de s'assouplir doucement. On a vécu un premier confinement, puis on en a vécu un deuxième. Comment les choses ont-elles évolué? On va en parler dans quelques instants avec notre invitée Marie Jacot-Vivier. Bonjour Marie Jacot. Bonjour. Vivier, directrice des ressources humaines de Meritis. Meritis, c'est quoi en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Meritis, c'est une société de conseil donc en nouvelles technologies. Donc, on accompagne nos clients dans toutes les transformations digitales qu'ils opèrent. Et donc, on a des consultants qui interviennent directement pour accompagner ça. Alors, ce qui est important à préciser pour ceux qui nous regardent, ce sont des consultants qui vont en fait s'exporter 1 an, 2 ans, 6 mois dans une entreprise. Vous les perdez, hein, ils partent travailler dans l'entreprise et s'immergent évidemment avec la culture d'entreprise. Il y fait bon vivre chez vous parce que vous êtes arrivé à la 3e place du palmarès France de Great Place to Work, et puis vous êtes arrivé en 11e position sur évidemment le classement général, ce qui est plutôt valorisant. Ça veut dire que vous faites un effort particulier pour la qualité de vie au travail. Question simple et complexe, qu'avez-vous tiré de ce premier confinement? Tous les DRH ont été en première ligne, et vous dites, vous chez Meritis, on a essayé d'améliorer, de créer des process avec ce deuxième confinement. Qu'est-ce que vous avez créé de plus qui n'existait pas lors de ce premier confinement? Déjà, nos collaborateurs, ils faisaient pas de télétravail, ou très très peu. Donc déjà, du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé à 100% en télétravail. Donc l'adaptation à l'environnement et humainement, c'est un nouveau cadre qu'il a fallu accompagner déjà. Beaucoup de travail pour vous aussi. Beaucoup de travail pour nous, nos équipes, mais beaucoup de travail, je dirais, pour tout le monde, parce que même chez soi, il faut retrouver ses repères, il faut trouver son fonctionnement. Le premier confinement, on avait les enfants, c'était compliqué. Après le deuxième confinement, je vais dire qu'on a quand même, toutes les entreprises aussi, hein, chez nos clients, nous, ont un tout petit peu assoupli. C'est-à-dire qu'on n'est plus si radical, tout le monde reste chez soi. C'est maintenant, on a aussi besoin de travailler en équipe, on a aussi besoin d'avoir des interactions, on a aussi besoin d'avoir des outils performants. Et quand on est chez soi, les connexions peuvent être compliquées. Donc, Marie, je précise quand même que le gouvernement avait tiré la sonnette d'alarme. C'était du full remote, comme on dit. Oui. Bon, c'était compliqué à mettre en place. Vous le reconnaissez, c'est pas si simple, le full remote. Alors, on y arrive. Mais on a... Attention, on vous regarde là. Bah oui, justement. On y arrive, mais on a aussi autorisé pour les gens qui ne pouvaient pas faire de télétravail, avec des conditions d'accès qui sont très compliquées, de revenir sur site. La QVT, la qualité de vie au travail, c'est important parce que beaucoup de collaborateurs réclament aussi dans les entretiens annuels, on va en parler aujourd'hui, des conditions de travail plus agréables. Alors vous avez mis, c'est pas des gadgets, il y a des cours de yoga en ligne, il y a des outils comme ça qui sont à disposition de vos collaborateurs. Pourquoi avoir décidé de faire cela, de les accompagner? Parce que vous êtes aperçu quoi? Qu'ils étaient ankylosés, qu'ils passaient leur journée sur leur canapé ou sur leur chaise, qu'il fallait les mettre un peu en mouvement? C'est un constat que vous avez dû faire, j'imagine. Non, c'est des choses qu'on proposait déjà avant. Depuis le début de notre création, je vais dire, Meritis, ça a un objectif d'accompagner les collaborateurs pour avoir une qualité de vie au travail qui est optimale et bien évidemment pour qu'ils soient performants, parce que c'est aussi ça qu'on recherche. Et il y a des leviers qui sont différents selon les gens. On a le contenu du job, on a le développement professionnel, la formation, et donc et après l'à côté aussi qui fait qu'on va se sentir bien avec des moments d'échange. Donc on s'est rendu compte pendant le premier confinement
confinement qu'effectivement, les gens, il fallait rendre tout accessible digitaux. On fait énormément d'événements, nous, pour voir les collaborateurs. Et donc, on a tout mis en place pour avoir tout digitaux pour que les gens puissent venir. J'ai vu qu'il y avait même des jeux avec des jeux concours. Pour terminer sur le volet, ça n'existait pas, j'imagine, avant. Si, il y a des jeux concours, on gagne quoi? Un panier garni, quelque chose Ah ben, on ne va pas dire la surprise tout de suite parce que c'est jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, les gens sont en train de jouer. Ah oui, les gens sont en train de jouer. Donc jeu concours, c'est quoi? C'est sur le meilleur codage, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors, on a, ça dépend, chaque thématique, en fait, comme on a des populations qui sont variées. Tout le monde n'est pas ingénieur. On va faire un peu sur chaque partie. Alors, deuxième partie de notre rencontre, elle est intéressante, c'est ce que vous appelez, ce qu'on appelle l'effet boomerang. Oui. Vous avez des collaborateurs qui sont extrêmement sollicités à l'extérieur, parce que je l'ai lu, c'est incroyable, 3 à 4 demandes, on se les arrache, vos collaborateurs. Oui. 6%, je crois que c'est le chiffre, eh bien, sont revenus chez vous. Oui. Ça, c'est très intéressant. C'est des gens qui ont été happés par une proposition plus alléchante, et puis qui finalement se disent, c'était mieux financièrement peut-être, mais je reviens chez Meritis. Mais comment vous l'expliquez? Aujourd'hui, vous l'avez dit, le recrutement boomerang, c'est juste quelqu'un qui part et qui revient quelques mois, quelques années après. Et pour nous, c'est la preuve que notre politique RH d'accompagnement, de développement, elle fonctionne. Et donc, ce qu'on veut, c'est créer le cadre dans lequel chaque individu, avec Meritis, peut échanger sur ses besoins, ses attentes. Mais ça va des deux côtés. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit une relation des deux côtés. Qu'est-ce que vous dit un collaborateur pour être concret? Gilles, ingénieur dans la tech, il est parti, il avait amélioré son salaire, puis vous le voyez revenir avec son ordinateur, sa petite mallette. Il vous dit quoi? Il vous dit « je suis hyper content de revenir ». En vrai, il nous dit ça. Alors déjà, ils ne partent pas que pour le salaire. Il y a énormément de raisons qui font qu'un collaborateur peut partir. Oui, je dis le salaire, c'est basique. Il y a effectivement une des raisons, mais après, le salaire ne fait pas tout. Encore une fois, il faut être dans un environnement où on a le job qui nous plaît et qui nous challenge, on a l'accompagnement, on a l'évolution. Et eux ont le droit de choisir, parce qu'ils ont évidemment on les sollicite tellement qu'ils peuvent effectivement... Et eux peuvent choisir. Ils arbitrent. Et donc, ils arbitrent pour vous. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Chez vous, c'est mieux parce que, je sais pas, parce qu'on s'entend bien, parce qu'il se passe des choses? Qu'est-ce qui se passe concrètement qui fait qu'un grand nombre des collaborateurs reviennent? Ils nous disent et on leur dit qu'on a réussi à tous dire, et donc on a un objectif chez Meritis, c'est de trouver pour chaque individu, encore une fois, chaque collaborateur, de répondre à son besoin individuel. Donc aujourd'hui, ils reviennent en nous disant, en fait, c'est chez Meritis, je peux tout dire, je suis accompagnée, je suis écoutée. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout, encore une fois. Ça veut juste dire je peux m'exprimer, je peux demander des choses, je peux construire et proposer à l'entreprise. Et l'entreprise peut y répondre. Vous les laissez oser, vos collaborateurs? Parce que souvent, on a un peu une retenue. On les incite à oser. Parce que souvent, on se retient. On dit, je ne vais quand même pas aller réclamer. On a toujours l'impression de tendre sa sébille. Et là, en l'occurrence, il se passe vraiment quelque chose de fluide. C'est ça, ça qui se passe chez vous. En fait, on leur apprend à voir que s'ils nous proposent, ça peut être gagnant-gagnant, encore une fois. S'ils nous aident aussi à les accompagner, on va forcément récupérer de l'autre côté un collaborateur qui sera plus performant et qui va s'épanouir dans son travail. Avant de nous quitter, ça veut dire que ce collaborateur que vous avez dans votre bureau et qui revient, dont vous dites évidemment, vous êtes le bienvenu, on se connaît, il n'y a pas de problème d'intégration, tu connais la boîte, il vous fait un benchmark de ce qui se passe ailleurs? Parce que s'il est revenu, c'est qu'ailleurs, c'était moins bien, non, j'imagine? Il nous apporte effectivement... oui, c'est des infos, ça, intéressant. Il nous apporte des idées nouvelles et des fonctionnements qu'il a pu voir à l'extérieur et où il peut dire ce sera intéressant pour Meritis de partir là-dessus. Et à l'inverse, il va aussi nous apporter ce qui est notre force aujourd'hui et que je peux dire là encore une fois, c'est l'accompagnement et l'écoute que j'ai chez Meritis. Ça, je ne le retrouve pas ailleurs. Bon, écoutez, il y a un jeu concours, vous ne nous avez pas dit le lot, je ne sais pas ce que c'est. C'est un gros lot, juste pour allécher ceux qui seront chez Meritis, là, aujourd'hui? C'est un beau lot. C'est un très beau lot. C'est pas un très beau lot, c'est un beau lot. Et toi, beau lot, combien de personnes jouent là en ce moment? On a, encore une fois, c'est des thématiques différentes, mais je pense qu'on a une quarantaine de personnes, mais on a aussi sur d'autres thématiques 80 personnes qui jouent sur un autre challenge. Ça challenge les collaborateurs. Vous n'avez pas de jeu concours chez Welcome? Je vais peut-être essayer de participer à celui-là. Ok. Et c'est ouvert encore ou c'est fermé? Les candidatures sont fermées, j'imagine que là, je crois que là, c'est fermé. C'est fini. Ouais. Merci Marie Jacot-Vivier, directrice des ressources humaines de Meritis, avec ce classement qui vous place en matière de qualité de vie, le classement Great Place to Work, qui est un classement important. Meritis qui fait du conseil, non pas en communication, mais en technologie, c'est-à-dire que vous vous déplacez dans les entreprises. Merci d'être venu nous rendre visite. Puis vous reviendrez nous dire qui a gagné le jeu concours. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. La suite de nos programmes Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est là, vous venez de l'apercevoir. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Vous connaissez notre rendez-vous avec Jérémy Cléda, le fondateur, je ne dis pas CEO, je dis fondateur de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment. Je ne sais pas si c'est vous qui les gérez d'ailleurs, Jérémy, les entretiens annuels. En partie. En partie, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir vos managers dans votre bureau ou dans un espace agréable, cool. Comment vous faites vous d'ailleurs? Cette année, ça va être un peu difficile, Arnaud, parce que je pense que la plupart des entretiens annuels vont se faire en visio, sur Zoom. Mais oui, où est-ce que j'ai la tête? Engin diabolique. Donc c'est pas cool. En fait, c'est la question. Est-ce que les entretiens annuels, c'est cool? En tout cas, c'est attendu par. On en parle avec votre invité, en tout cas. Très attendu, parfois redouté. C'est un moment clé, c'est un moment, bien sûr, on fait un peu le point sur l'année. C'est traditionnellement un moment aussi où il y a une partie de négociation salariale. Donc plein d'enjeux qui se résument à un moment donné, et parfois d'ailleurs c'est pas aussi bien préparé qu'on le souhaite des deux côtés. En tout cas, on va en parler avec. Mais c'est un moment très important dans la vie de l'entreprise. Qui est clé, et d'ailleurs sa réussite ou non va profondément impacter aussi la motivation de la personne sur l'année suivante. En tout cas, on va en parler avec Chantal Aymar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Arcone et vous êtes aussi enseignante à la Sorbonne. Oui. Ce sujet, on l'a dit, il est central dans la vie des collaborateurs et aussi d'ailleurs des managers qui doivent faire passer cet entretien. Est-ce que cette année, le sujet a un peu changé avec le contexte? Comment on peut l'aborder un peu sereinement? Alors, je crois que d'après ce que j'ai entendu, il y a d'abord eu des décalages dans le process d'évaluation, c'est-à-dire que avec le premier confinement, ça s'est décalé dans le temps. Donc ça, déjà, c'est un premier facteur qui peut générer De l'agacement. l'incertitude, de l'agacement. Bah oui, des fois on attend Voilà, impatiemment. Voilà. Et puis, ensuite, il y a aussi la situation du télétravail. Donc, ça dépend si les collaborateurs étaient en télétravail ou pas, parce que le télétravail a pour effet que, par rapport à des incertitudes, on a montré en sociologie qu'on prenait appui sur des collectifs non institués dans le travail, donc des collectifs informels. Et là, évidemment, dans le télétravail, on est plus isolé. Donc, du coup, cet entretien devient un espace pratiquement unique, essentiel, où on puisse échanger sur la place qu'on occupe et sur la place qu'on occupe dans l'entreprise et ce qu'on peut y faire. Parce qu'on n'a pas eu tous ces petits morceaux, parfois de l'informel, de l'échange rapide, qui ont en fait préparé l'entretien. On ne les a pas eu là, on est bloqué devant son écran et on est chez soi, donc c'est difficile. Oui, puis alors on sent pas quand même quand on est au quotidien, on sent les choses. Mais bien sûr. Si on est bien vu, le feeling. bien vu, on sent. Donc là, effectivement, il y a d'autant plus d'incertitudes. Bon, puis il y a de multiples incertitudes liées à notre situation. Bien sûr. Le télétravail, justement, on voulait en parler. On n'est pas tous extrêmement à l'aise pour communiquer à distance. Ça peut être une source de stress supplémentaire dans l'exercice. Je vous partage, on a fait un sondage récemment sur Welcome to the Jungle. On a 3 salariés sur 10 qui nous disent ne pas se sentir en mesure d'exprimer complètement son avis, son incertitude aussi pendant ce moment qu'est l'entretien annuel. Il y a une angoisse, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça, okay. 3 salariés sur 10 quand même disent qu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement pendant ce moment-là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas le risque aussi que la visio, ça rajoute encore plus de difficultés à l'exercice? Je crois qu'effectivement, l'angoisse par l'entretien annuel est normale. C'est un moment d'évaluation. Donc quand vous avez des responsables qui s'y prennent très bien, c'est-à-dire qui sont dans la logique de co-construire l'évaluation avec leurs collaborateurs. Comment préparer ça au mieux d'ailleurs pour le manager? Ça devient un moment de plaisir, si vous voulez, parce que on grandit. C'est le bilan de l'année, et à partir de là, on construit de l'avenir, et puis c'est constructeur de l'identité, si vous voulez, cet échange avec son responsable. Quand on est chez soi, on va parler de son boulot à son compagnon ou à sa compagne, si vous voulez. C'est pas du tout la même chose que d'en parler avec son responsable, sa responsable, qui est concerné. Là, il y a vraiment une construction qui peut être un moment de plaisir par rapport à son identité professionnelle. D'accord ? Donc là, en visio, ce qui va jouer, sans doute, ce qui peut jouer, c'est le côté formel
de l'entretien. C'est le formalisme, la procédure, voire Qui met de la distance. l'outil informatique va Se prendre coder, plus de ouais. place et du coup risque de réduire cet échange qui est fondamental et qui est, voilà, quand vous avez dans votre sondage, il y a l'idée de l'utilité. Donc ça, c'était mon sujet de recherche. Pourquoi tout le monde dit que ça ne sert à rien, et puis quand il n'existe pas, on le réclame. C'est vrai. Donc il y a une utilité. Donc, et quand vous questionnez les gens sur cette utilité, c'est vraiment par rapport à l'échange. Donc il faut arriver, par le biais de la visio, à préserver cet échange. Compliqué, ouais. Compliqué. Donc moi je sais que pas mal de managers ont profité de la période des confinements pour faire leurs entretiens en face à face, parce que pour eux c'est extrêmement important Ouais. qu'ils se passent en face à face. Et quand ils demandent à leurs collaborateurs disent qu'ils veulent du face à face. Oui, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui donc, peut-être n'ayant pas le choix, etc., ont choisi, ont fait leurs entretiens en visio, et il est vrai qu'on a constaté que du coup, il y avait un formalisme juste, qui prenait pas mal de temps. Chantal Aymar, est-ce qu'on n'est pas plus libre, et là je m'adresse à celui-là qui dans quelques semaines fera des entretiens en visio, est-ce que ça libère pas finalement plus la parole lorsqu'on est encore plus à distance, quand on a des choses pas agréables à dire à son N+1? C'est toujours parfois difficile de le dire quand on est trop près. La visio permet peut-être aussi de se mettre plus à distance. Verre à moitié vide, verre à moitié plein, ça permet d'en dire plus, non? C'est une hypothèse. C'est vrai que à tester. Ça peut... Non mais j'alerte Jérémy Cléda. Parce que si vous voulez, les études américaines en psychosocial, en psychologie sociale ont vraiment très bien montré l'inconfort du manager dans cet entretien. C'est pas facile pour lui aussi. Peut-être que par la visio, ça peut lui donner plus de confort. Ouais. Bon, Ouais, ça, il faudra... Justement, Il faut l'étudier. Voilà. un mot sur ces managers, parce qu'on parle beaucoup du stress des personnes qui vont à l'entretien, leur salaire en dépend, etc. Oui. Il y a énormément de managers qui nous disent quand même, là, cette année, c'est très compliqué d'aborder ce sujet. Il y a l'incertitude économique de mon entreprise. La plupart ne vont pas annoncer de grandes nouvelles sur le sujet du salaire. Je pense qu'on peut tous Tout le monde s'y attend, quoi. s'y préparer, on s'y attend. De toute façon, plus que jamais, il y a une certaine logique. Comment on fait aussi pour que les managers ils puissent un peu s'emparer du sujet, traiter ces sujets difficiles? Et vous l'avez dit, l'utilité, elle dépend surtout de ce qu'on en fait, du suivi qu'il y a après. La plupart des managers vivent ça comme un moment qu'il faut faire. Et après, on s'est dit des belles choses, mais on a du mal à les... C'est vrai. Comment on peut gérer ça? Le sentiment d'inutilité de l'entretien, il est directement lié aux suites. Mais c'est après, ouais. Voilà. Exactement. Donc si l'entretien ne conduit pas à des projets, Des choses à concrètes. l'augmentation de rémunération, à des formations, etc., on va dire que ça n'a servi à rien. Mais là, dans la situation, effectivement, il y a tellement d'incertitudes qu'on ne peut pas s'engager sur des choses. Et puis, de plus en plus, quand même, on a donné de moins en moins de marge de manœuvre aux managers pour pouvoir s'engager. Ils n'ont pas beaucoup de grains à moudre, comme on dit. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup de monnaie d'échange. Enfin, Mais oui, bien sûr, le levier. Ça, alors, selon du vous, coup, parce que c'est ça la du clé coup, de la réussite de l'exercice. dans une situation, effectivement, où il y a tant d'incertitudes, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur l'activité, si vous voulez, sur ce qu'on peut développer quotidiennement pour favoriser le développement de l'activité, améliorer le fonctionnement, etc. Et là, tous les collaborateurs ont toute leur place pour faire des suggestions. On l'entendait là dans l'interview précédente de cette DRH. Donc, Qui essaie de trouver ce lien. il faut qu'il y ait de l'enrôlement des collaborateurs, qu'ils aient leur place. Effectivement, leurs suggestions sont extrêmement importantes, ceux qui sont dans la réalité de l'activité. Donc cet entretien-là est là pour recueillir ça. Et au lieu d'effectivement vous êtes limité sur ce que vous pouvez proposer pour l'avenir, par contre, tirer parti de tout ce qu'ils peuvent dire sur le présent et sur l'avenir à court terme et comment mieux vivre au travail, par exemple, ça, c'est essentiel. Bien sûr. Merci. Merci. En tout cas, préparez vos entretiens, vous, les collaborateurs. Et puis aussi, j'ai envie de dire, préparez vous, managers ou dirigeants de société, préparez-les aussi, ces entretiens. Ah oui. Il faut les préparer, parce que c'est vrai que sinon, on se croise et on ne se comprend pas. Merci Chantal Aymar d'être venue sur notre plateau, cofondatrice d'Arcone, qui est un conseil en formation, qui a été créé en 87, c'est ça? Vous avez été créé en 87? En 97. 97 Oui, 97, mais c'est écrit sur ma feuille en plus. Mais bon.
et vous êtes enseignante à la Sorbonne. Merci d'être venue sur notre plateau. La suite de notre rubrique Working Progress avec Jérémy Cléda, toujours, et notre rubrique Travailler demain. Travailler demain, Jérémy, vous êtes déjà en train de cogiter là sur ce qu'on vient de se dire avec le professeur de Panthéon-Sorbonne. Il faut que je prépare tout ça, oui. Non mais c'est un vrai travail, c'est un vrai sujet. On va parler justement d'une solution RH avec votre invité qui est en visio, qui vient un peu prolonger ce qu'on vient d'entendre sur le plan, j'allais dire, théorique. Oui, Chantal Lemal, elle a dit un truc très vrai, c'est le sujet d'entretien annuel, c'est son utilité. La difficulté, c'est qu'il y a peu de choses qui arrivent après. Du concret. Oui, et c'est peut-être parce qu'on n'avait pas les bons outils aussi pour préparer ça au mieux et pour suivre ça dans le temps. C'est justement le but de SkillUp. On va parler de cette solution avec Aline Delourme, qui en est la responsable développement. Bonjour Aline. Oui, bonjour. Bonjour. On parlait juste avant de ce sujet des entretiens annuels, et d'ailleurs il n'y a pas que annuel, il y a trimestriel, il y en a régulièrement, et de la difficulté parfois pour les managers de les préparer, les collaborateurs aussi. Comment justement vous, avec SkillUp, vous permettez de gérer mieux et ces entretiens et qu'ils soient beaucoup plus profitables pour les deux parties ? Justement, on parlait beaucoup tout à l'heure de la préparation des collaborateurs et des managers. On a vraiment une première étape qui est sur la préparation de l'entretien, donc tel qu'il soit, performance professionnelle, mais aussi des entretiens de suivi d'objectifs, etc. Donc on a une étape de préparation qu'on va pouvoir venir partager avec le manager. Et ce manager lui-même va venir préparer l'entretien de son collaborateur avant l'échange, avant la réalisation de l'entretien en lui-même. Donc nous, on ne se substitue pas du tout à cet échange-là. L'échange doit rester. On est vraiment là pour digitaliser plutôt ce process. Et justement, Aline, on imagine qu'on en parlait, il y a plein d'entretiens qui vont avoir lieu à distance, en visio. C'est la meilleure année pour accompagner les entreprises, pour digitaliser ce process. Vous êtes là, vous êtes vraiment au cœur du sujet, non ? C'est ça, même si on n'a pas attendu les confinements, évidemment, pour sortir notre solution. C'est un projet qui est déjà depuis 2 ans chez nous en interne, en train d'être travaillé. Donc effectivement, les confinements et le télétravail en fait accélèrent le besoin de digitalisation des entretiens, mais on sentait déjà que les entreprises en avaient déjà besoin. On en parlait juste avant. Vous, j'imagine que vous voyez beaucoup d'entreprises préparer ces entretiens. Quels sont selon vous les critères un peu essentiels d'un entretien réussi ? La préparation, la réalisation le jour J, le suivi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que c'est utile ? Tout d'abord, au préalable, j'ai envie de dire, c'est l'historisation plutôt des données. Il faut des données fiables, tant sur les postes, les missions, les compétences, par exemple, qui sont retrouvées, nous, dans nos formulaires d'entretien. Ensuite, bien évidemment, c'est une bonne préparation. On accompagne le manager pour planifier son entretien. Donc, le temps est nécessaire pour le collaborateur pour bien préparer son entretien. Au niveau de la préparation, on va vraiment poser des questions auprès du collaborateur qui va lui permettre de mener une réflexion en fait sur ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois. Et une bonne préparation, je pense que déjà c'est la clé pour bien se préparer pour l'échange pour son manager. Et au-delà de cet échange, derrière, on parlait tout à l'heure du sens en fait de l'entretien, bien évidemment, c'est les feedbacks qui seront apportés. Et dans notre solution, bien évidemment, on va laisser la main au manager pour donner des avis sur les demandes en fait du collaborateur, que ce soit les demandes de formation, d'évolution professionnelle ou d'augmentation. Il va venir donner son avis et la RH en fait va pouvoir avoir accès directement aux demandes et apporter un feedback en direct ou à un moment donné facilement, sans avoir besoin de retraiter ces données qui étaient avant sur un Excel ou en Word. Aline, juste, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a évidemment une méthodologie en amont et puis il y a des réalités. Parfois, on fait un entretien en 2018 avec un manager, on vide son sac, on est dans le désir et puis en 2019, on en a un autre et il arrive fréquemment que le nouveau manager dise « mais attendez, je ne suis pas du tout au courant, je n'ai pas le document » et nous voilà repartis à zéro sur des négociations souvent salariales. Là aussi, c'est compliqué. Il faut du feedback, il faut un suivi de ces entretiens. Il y a des collaborateurs qui restent parfois 10, 15 ans dans la même entreprise.
C'est ça. Nous, on traite toutes les données, on les historise et effectivement, au changement de manager, le nouveau manager va avoir accès aux entretiens, à tout ce qui s'est passé depuis que le collaborateur est en place dans l'entreprise. Ça, c'est important. Et est-ce que le télétravail a changé la manière dont il faut préparer son entretien selon vous? Est-ce qu'il y a une différence? Avant, on allait au bureau, on appréhendait un peu la petite salle, vous savez, où avait lieu l'entretien. Maintenant, c'est chez soi. Est-ce que selon vous, ça change quelque chose? Et d'ailleurs même, est-ce que ça a des impacts sur votre produit? Alors, la digitalisation des entretiens, j'ai envie de dire, le process, il reste le même. Ce qui change réellement, c'est la réalisation. Là, on va plutôt passer par une visio. Je rejoins les personnes tout à l'heure qui disaient que peut-être que ça allait libérer aussi la parole du collaborateur à ce moment-là. Mais pour moi, c'est vraiment qu'un accélérateur. Le process reste le même. Et surtout, j'ai envie de dire, il faut que le feedback et le traitement des données soient là et digitalisés justement pour qu'il y ait un sens derrière à l'entretien. Merci Aline. Pour moi, Allez-y, terminez votre phrase, je vous ai coupé. Non, c'est bon, j'ai terminé, je vous remercie. C'est formidable, avec un joli sourire. Aline Delourde, merci d'être venue sur notre plateau en virtuel. Mais enfin, l'exercice était parfait. Responsable développement de Skyle App, qui est une application qui accompagne les RH justement dans ces entretiens annuels. Faut-il le rappeler, qu'il faut préparer et sur lesquels il faut des feedbacks, c'est important. Merci Jérémy. Je suis sûr que vous allez potasser tout ce qu'on vient de se dire. Parce que, je vais bosser dur. Évidemment, on l'a entendu avec la chercheuse, il y a des deux côtés une petite angoisse quand on est face à face à des collaborateurs ou des managers. Merci, on se retrouve demain, si je ne m'abuse, avec grand plaisir pour la rubrique Working Progress, comme chaque jour. Tout de suite, c'est notre cercle RH, après cette courte pause. Les réseaux sociaux, ça impacte les entreprises. A-t-on le droit de tout dire? À quel moment on est dans un tweet privé, un tweet public? C'est un sujet complexe, il y a eu des affaires, le slip français, petit bateau, et d'autres affaires où le collaborateur a été licencié parce qu'il avait évidemment commis un impair ou sali l'image de l'entreprise. On en parle avec nos invités. C'est dans quelques secondes. Restez avec nous. Le cercle RH avec mes invités, c'est notre débat quotidien. Merci de votre fidélité. On parle des réseaux sociaux. Alors tout le monde a un smartphone, tout le monde a beaucoup de Facebook, Twitter. C'est un sujet sensible pour les entreprises, un sujet d'image, évidemment, d'autant plus qu'on est rentré dans l'ère du télétravail, où vie privée, vie publique se confondent. À quel moment a-t-on le droit de tweeter à titre personnel? À quel moment on ne peut plus tweeter parce qu'on est sur son lieu de travail, c'est-à-dire chez soi? Tout ça reste très complexe. Il y a eu des affaires retentissantes, le slip français, avec évidemment, celle-ci a été très médiatisée. Il y a Petit Bateau aussi, c'est intéressant, parce que c'était le fait de dévoiler une nouvelle collection avant que la direction ait décidé de la dévoiler. C'est un vrai sujet. Ça marche pour les slips Petit Bateau. Ça peut être aussi très dangereux pour une entreprise d'armement où un tweet mal placé pourrait mettre en difficulté, là cette fois-ci, une nation. C'est un sujet d'espionnage dans ce cas-là. On fait le point. C'est un sujet qui inquiète et on voudrait savoir d'ailleurs aujourd'hui avec mes invités si le droit est bien carré sur ces questions. À mes côtés, Anne-Sophie Moreau. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. C'est la première fois que vous venez dans notre émission Bismart, rédactrice en chef de Philonomiste. Alors vous avez un cursus intéressant parce que vous avez fait l'ESSEC, vous avez fait philo et vous êtes un peu la passerelle entre le monde du travail et la philosophie. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Benoît Serre. Bonjour. Bonjour Benoît, vice-président de l'Association nationale des DRH. 5000 structures environ. Plus, vous êtes un peu plus, parce que vous êtes en train d'ailleurs de les répertorier, si je ne m'abuse. Près de 10 millions de salariés qui sont concernés par cette association. Puis vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group. Merci d'être là. Nicolas Mancret, le droit. Oui, le droit, rien que le droit. Avocat associé du pôle social au cabinet Jantet. Commençons par le début. Benoît Serre, la NDRH, est-ce que c'est un sujet de préoccupation encore plus important aujourd'hui dans cette période de télétravail, parce que c'était déjà un sujet de préoccupation, les réseaux sociaux, avec des DRH qui vous disent « Moi, je suis un peu sensible parce que j'ai un salarié qui n'arrête pas de tweeter, c'est un geek de folie, il nous met en danger. » On entend ça. En fait, le sujet des réseaux sociaux dans les entreprises, il est triple. D'un côté, ils sont très utiles parce que ça permet de véhiculer de l'image, ça permet de faire du recrutement d'ailleurs. LinkedIn, c'est un réseau social. Il y a une deuxième caractéristique qui est que vous pouvez être sous les feux de la rampe négativement
du fait de réseaux sociaux qui ne sont pas animés par vos propres salariés. C'est simplement, vous savez à quelle vitesse ça va. Le procès médiatique ou le procès populaire, c'est quelque chose qui est redoutable. Bien sûr. Vous avez vu la polémique qu'il y a entre Decathlon et CNews depuis quelques jours. Enfin, on voit bien que... Et puis après, effectivement, vous avez quand vos salariés se mettent à tweeter. Là, ça se développe en deux branches. Vous avez maintenant des véritables sites où les agents peuvent s'exprimer sur leur entreprise. C'est le fameux Glassdoor en particulier, qu'on regarde de très très près parce qu'il est extrêmement important. Et puis vous avez effectivement unité de mesure qui va tweeter. Vous avez maintenant les organisations syndicales qui tweetent. Moi, je l'ai vécu, les organisations syndicales qui tweetent contre vous en négociation. Et qui viennent vous court-circuiter, c'est-à-dire qu'en fait, oui, elles vous décalent. Qui vous mettent en accusation publiquement. Enfin, ça pose tout un tas de sujets, à la fois pour l'entreprise et puis pour l'individu. Parce qu'il y a aussi des individus qui sont mis en cause par d'autres au nom de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et là, l'entreprise va prendre une position. Est-ce que je laisse mon salarié se débrouiller tout seul, parce qu'après tout, c'est lui qui est mis en cause personnellement, ou est-ce que j'assure mon salarié du soutien, voire je le soutiens dans ses démarches juridiques, parce que vous avez des gens qui sont littéralement diffamés par l'entreprise, ou dans l'entreprise, plus exactement, à l'intérieur même de l'entreprise, sur des réseaux sociaux publics. Donc c'est un sujet juridiquement très complexe, et managérialement assez compliqué, parce que c'est un sujet super instable. Anne-Sophie Moreau, l'entreprise, la philosophie... Question abrupte, on ne peut pas dire, on le vérifiera à l'aune du droit, mais on ne peut pas dire à un salarié, vous êtes manager, vous étiez DRH de Massif, vous n'allez pas voir un salarié en direct en disant maintenant vous arrêtez de tweeter. C'est pas possible, puisque le tweet, c'est une forme d'identité personnelle, c'est sa vie. C'est impossible de dire ça à un collaborateur. Alors, moi je pense qu'il y a 3 cas très différents, alors vous nous le confirmerez peut-être, qui sont... l'observation des comportements, éventuellement l'exposition, par exemple, de sa vie privée sur les réseaux sociaux, qui est un cas particulier, qui peut d'ailleurs vous être imposé. Parfois, vous êtes filmé à votre insu, vos amis partagent des photos de vous, des vidéos, comme dans le cas du slip français et de la fameuse affaire. Dans une soirée privée. Du blackface, voilà, c'est-à-dire des salariés qui s'étaient grimés en noir dans une soirée privée. Donc ça, c'est un cas. Ce sont les comportements observés qui peuvent éventuellement entacher la réputation de l'entreprise. Il y a un deuxième cas qui me semble doit être absolument distingué, qui est le cas de l'expression des opinions du salarié. C'est ça, politique, question... spirituelle, voilà. Culturelle. Donc ça, c'est une question politique. C'est véritablement, moi, en tant que citoyen, dans la sphère publique, c'est pas la sphère privée, c'est pas la même chose. Et j'entends bien. Je m'engage pour la Palestine, je me bats pour tel parti. Oui, voilà. Et il y a un troisième cas qui est encore différent, mais dont je pense on devrait parler aussi, qui est le cas de la critique éventuelle de l'employeur et de l'entreprise, qui pose la question politique également des lanceurs d'alerte et du rôle du citoyen vis-à-vis de son entreprise. Juste d'un mot, je vous donne la parole parce que le droit, évidemment, j'aimerais savoir exactement ce que dit le droit, mais quand c'est arrivé à plusieurs, j'imagine vous qui nous regardez, vous êtes ulcéré, vous avez un gros réseau social, vous décidez d'envoyer un tweet alors que vous êtes bloqué dans un train à la SNCF, c'est 8 heures que vous attendez, et vous êtes une personnalité publique, je ne les cite pas, mais on a pu en lire quelques-uns sur ces trains qui sont restés bloqués 10, 15, 20 heures, et cette personnalité publique envoie un tweet en disant « Il est inadmissible que la SNCF nous laisse sans aide, sans eau ». C'est vrai aussi pour un salarié. Ça veut dire que les services de la SNCF, qui sont il y a des services dédiés, ils viennent récupérer ce salarié, ils lui envoient. Comment on fait là? Parce que pour moi, consommateur, client, en général, on me répond. On me dit « Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous aider ». Mais quand c'est un salarié qui dit la même chose, est-ce que le service fait le même office? Vous voulez dire un salarié de la SNCF? De la SNCF, absolument. Oui. Compliqué? C'est compliqué. C'est pas un client? Oui, alors en fait, la question, en fait, c'est à un moment donné, quel est le rôle du salarié vis-à-vis de son entreprise et est-ce qu'il peut exercer une critique? Et il me semble que le salarié peut, dans certains cas, jouer le rôle de lanceur d'alerte, critiquer des mauvaises pratiques dans son entreprise. Attention, danger. Ouvrir le débat. Et là, c'est une question qui est très difficile parce que la question, c'est pas tellement où on critique ou ce qu'on dit, mais alors Kant dirait, c'est en tant que quoi, quel est votre statut quand vous vous exprimez? Et il distingue l'usage privé et l'usage public de la raison. Et il dit, par exemple, si vous êtes un officier, vous n'êtes pas censé désobéir quand on vous donne un ordre, clairement. Mais en tant que savant, c'est-à-dire en tant que citoyen qui réfléchit... Vous avez cette possibilité. Vous avez, non seulement vous avez cette possibilité, mais vous avez le devoir et le devoir, dans le cas d'une société régie par les Lumières, d'exercer votre liberté qui est l'usage public de la raison, qui est d'ouvrir le débat sur des sujets de société. Et là, vous ouvrez un débat sur les lanceurs d'alerte qui avaient été posés, parce que c'est un sujet aussi. HSBC, cette salariée qui avait été licenciée, puisqu'elle avait vu des fichiers, évidemment, et des Le droit, Nicolas Moncret,
qu'est-ce que le salarié, vous avez des affaires, j'imagine, à traiter de ce genre, il y a plein de cas de figure, on voit que c'est un millefeuille cette question des réseaux sociaux sur des cas différents, de l'image, on est dans une soirée privée à son insu, on fait des choses qui ne sont pas très morales, et c'est sur la toile, et ça impacte l'entreprise, j'envoie un tweet diffamatoire, qu'est-ce que dit le droit ? Le droit du travail, il va se résumer à une règle importante, c'est la liberté d'expression. C'est un droit fondamental, c'est la charte universelle C'est des dans droits de l'actualité, l'homme. la liberté d'expression. Hein. Bien sûr, c'est dans la charte universelle des droits de l'homme, c'est dans différents textes codifiés au niveau européen, c'est également retranscrit dans le Code du travail, et tout le débat, c'est la proportionnalité entre d'un côté la liberté d'expression et de l'autre les réserves ou les restrictions que l'on doit apporter pour préserver les intérêts légitimes de l'entreprise. Et c'est tout le sujet. Et on dit très souvent, là où la loi est faible, le juge est fort. Et particulièrement sur cette question, c'est le juge qui maintenant depuis plus de 10 ans... Oui, mais une forme de subjectivité, permettez-moi, maître. Alors, eh oui, parce que c'est l'interprétation du juge. Le juge doit créer le droit, en tout cas interpréter des textes fondamentaux pour dire quand est-ce que la liberté d'expression doit recevoir des restrictions nécessaires à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et quand est-ce que, à l'inverse, il faut au contraire laisser la liberté aux salariés parce que c'est un droit qui est consacré. Il y a une jurisprudence de DRH ou de PDG ou de gérants de société qui ont décidé, au nom d'un tweetos, d'un salarié tweetos un petit peu exagéré, de le mettre à pied, de lui faire des menaces. Est-ce qu'on a une jurisprudence là-dessus ? Alors, on a des illustrations sur les tweets, mais on a beaucoup d'illustrations également sur Facebook. Hein. Alors, d'ailleurs, ça a commencé depuis 10 ans. Oui, je n'ai pas parlé de Facebook, mais c'est important. Oui, depuis 10 ans notamment, on a différentes affaires. Et puis en dernier lieu, évidemment, l'affaire Petit Bateau à laquelle vous avez fait référence. Mais j'aime bien cette première décision d'il y a 10 ans, Cour d'appel de Reims, peu importe, parce que ça concerne des journalistes, figurez-vous. Et un journaliste écrit à l'époque sur son mur, notre chef est-il vraiment autiste ? Non, tu ne connaîtrais pas un centre spécialisé où on pourrait le soigner. Au moment où le journaliste écrit ça... C'est pas bien ça. Hein. Ah non, c'est pas bien, mais il écrit ça et uniquement sur un mur qui est restreint à ses amis. Hein. Donc il a la perception... Donc c'est privé. C'est privé. Et la perception qu'il écrit dans une sphère privée, qui a priori est consacrée et protégée par le juge, simplement, dans cette sphère privée, il y a des collaborateurs qui, à leur tour, vont exfiltrer, exporter ailleurs... En disant, t'as vu ce qu'il a écrit ? Exactement, et ça revient à l'œil et à l'oreille de l'employeur. Qui va le licencier ? Et qui, alors, sans reprendre le fond de l'affaire, la décision à l'époque était construite en 2 temps. Elle disait petit 1, il y a bien un manquement. Petit 2, comme le nom du chef n'est pas identifié, du coup, le salarié ne sera pas sanctionné pour ça. Mais c'était passé pas loin. Enfin, tout le monde savait de qui il parlait. Évidemment, tout le monde savait de qui on parlait. Alors, 10 ans plus tard, hein, c'est l'arrêt de la Chambre sociale du 30 septembre 2020, hein, l'affaire Petit Bateau que vous avez illustré il y a quelques instants. Qui est très importante. Voilà, on peut en dire quelques mots. Une collaboratrice... À mon avis, elle fait preuve de maladresse. Hein. Que fait-elle ? Elle est dans cette société, elle va mettre sur son site Facebook les illustrations de la future collection de l'année suivante. Toute contente de l'avoir en exclu. Voilà, simplement, sur ses amis privés, il y a 2 catégories de population. Il y a tout d'abord des gens qui travaillent dans le même secteur professionnel qu'elle, mais dans des sociétés concurrentes. Bien sûr. Voilà. Et puis il y a également des amis qui travaillent dans la même entreprise que là où elle est employée. Bon, tout ça... bien sûr, arrive aux yeux et à l'oreille de son employeur, et son employeur décide de la licencier pour faute grave. Et que dit la Cour de cassation après X années de débat et de procédure ? C'est allé jusqu'à la Cour de casse. Bien sûr, elle dit, bon, certes, cela avait été instruit dans un cercle privé, néanmoins, l'employeur n'a pas obtenu cette information de manière déloyale, puisque c'est un tiers, c'est-à-dire l'une des amies qui figurait sur le compte Facebook, qui a rapporté cette information à l'employeur. Mais permettez-moi d'insister, il y a aussi la volonté de faire mal à l'entreprise, et il y a aussi, et ça le juge doit choisir, la volonté de ne pas avoir voulu faire de mal. Parfois, on commet une erreur, on envoie un tweet, sans pour autant avoir voulu toucher à la marque de l'entreprise pour laquelle on travaille. Vous êtes d'accord ? Cette jeune fille, elle a pu argumenter sur le fait qu'elle n'imaginait pas qu'elle allait provoquer, évidemment, chez les concurrents, l'idée qu'il allait accélérer sa collection. Bien sûr. Mais à partir du moment où vous tweetez, vos propos sont lus par tous, et comme ils sont lus par tous, ils peuvent être de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise qui vous emploie. Benoît Serre, dans vos parcours, le roi Merlin, alors le roi Merlin est concurrent de Castorama, une affaire... Non mais c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une dualité, c'est comme si on voyait, je sais pas moi, le PDG de Coca en train de prendre un Pepsi avec sa femme, ou le patron de Danone en train de touiller un yaourt Yoplait en faisant un sourire. Enfin, je veux dire, il mettrait fondamentalement son entreprise en danger.
et sa carrière. Oui, alors c'est pour ça d'ailleurs que dans les entreprises, on a commencé, depuis quelques années maintenant, à développer dans le cadre de formation ou dans le cadre de chartes, de bonnes pratiques des réseaux sociaux. Parce que ce que vous évoquez sur les procès qui ont eu lieu ou qui pourraient avoir lieu, quelquefois, vous avez effectivement des gens qui tweetent, mais sans penser à mal, en fait, sans mesurer la mauvaise utilisation qui pourrait être faite de leur tweet, alors qu'eux-mêmes ne font pas partie d'un... Donc la question de l'intention, c'est ce que le juge regarde d'ailleurs, la question de l'intention est importante. Donc il y a de plus en plus d'éléments de charte ou de formation qui disent aux gens, voilà, vous avez rejoint telle entreprise. Moi, je l'ai fait partout où je suis passé. J'en ai été moi-même bénéficiaire quand je suis rentré dans une entreprise. Où on vous dit voilà, sachez que on peut, en croisant les données, on va, même si vous vous exprimez sur Facebook, mettons, à titre privé, on ne sait pas que vous travaillez dans telle entreprise. C'est assez facile de retrouver que vous travaillez dedans, puisqu'il suffit d'aller voir sur LinkedIn et hop, et on vous a retrouvé. Donc il faut prendre un pseudo, c'est comme ça que non, alors le pseudo, c'est encore une autre question, mais oui, parce que le pseudo c'est encore autre chose. L'identité cachée, du coup, c'est des chartes ou dans l'information on intègre la bonne pratique, parce que je pense que c'est contre-productif d'empêcher les gens de parler. Parce que souvent, parce qu'on parle toujours, pareil, on parle de la SNCF, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, dire qu'on parle des tweets qui posent des problèmes. Mais vous avez des tonnes de tweets qui sont très bénéficiaires à l'entreprise, qui racontent des choses positives à l'intérieur, etc. Donc c'est pour ça que je trouve, moi, que ce serait dommage de trop légiférer. D'abord, je pense que c'est impossible, parce qu'il y a tellement de situations différentes que, ça serait pas possible. Puis l'autre raison, c'est que, au contraire, moi, vous parliez de Laura Merlin. Laura Merlin avait une habitude de transparence vis-à-vis de ses salariés sur un certain nombre de sujets, mais le message qui nous était passé, c'était avant les réseaux sociaux, c'était dire, en fait, on vous les donne parce qu'on vous fait a priori confiance. Et vous savez très bien que si vous... Mais vous les balancez pas. Et vous avez les moyens de le diffuser, on ne peut pas vous empêcher de le faire. Simplement, ça nuira à l'entreprise. Est-ce que c'est malin? Et je pense que cette approche par la confiance et la responsabilité, elle est assez intelligente. Tiens, d'ailleurs, la philosophe, vous faites référence à l'éthique, c'est une notion d'éthique. Exactement. Je rentre dans une entreprise, j'en accepte les valeurs. De loyauté. Et de loyauté et d'éthique, c'est intéressant ça. Oui. Quand on fait un mauvais tweet, c'est-à-dire qu'on brise un peu cette pièce de lien de confiance qu'on a installé avec l'entreprise. Alors, je suis d'accord, mais la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'un mauvais tweet et en quoi ça concerne l'entreprise. C'est comme le chasseur, d'ailleurs, vous avez remarqué, on ne sait pas trop. Il y a de bons et de mauvais tweets. Mais alors, moi, il me semble qu'il y a des cas où l'avocat le confirmera, c'est sans doute assez clair, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on brise le secret du business. Là, c'est évident. Ou dans le deuxième cas où on critique son employeur, par exemple, de manière privée. Comme le journaliste. En tout cas, voilà, mon chef est un autiste, etc. On est d'accord que ça pose problème. Mais il y a des cas. Balance ton porc, je précise quand même. Oui, que balance pas ton dans porc une entreprise, ou balance ton patron. Balance ton patron. Qui tourne depuis 2 jours. Non, mais ça. Balance ton patron, vous avez vu, ça monte. Oui, voilà. Mais qui pourrait aussi tomber dans la catégorie du lanceur d'alerte. Ça, les avocats vont s'y pencher, là. Mais ce qui me semble important, c'est que ce sont tous les cas qui ne concernent pas directement l'entreprise, mais qui pourraient indirectement entacher sa réputation. Donc là, il me semble que c'est beaucoup plus délicat. Quand on est, par exemple, dans le cas, alors typiquement le cas du slip français, voilà, cadre privé, on se retrouve, entre guillemets, avec une pression du public sur l'entreprise qui fait pression sur l'entreprise pour qu'elle sanctionne éventuellement des salariés pour des actes qui n'ont rien à voir avec par exemple, la trahison du secret des affaires. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai problème qui est la question de savoir à quel point est-ce qu'on sépare l'identité personnelle, individuelle du salarié et son moi au travail, et surtout qui est en représentation dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que l'entreprise joue un jeu dangereux qui est celui de la marque employeur, c'est-à-dire c'est de ça dont il est question, effectivement, je suis d'accord. En fait, on encourage les salariés de plus en plus avec ce qu'on appelle l'employee advocacy, dont vous avez dû entendre parler. Je donne tout à ma boîte, je suis collé à elle. On encourage, par exemple, des gens qui ont toujours été entre guillemets des travailleurs invisibles. Voilà, on demande à la caissière de se prendre en selfie dans les rayons pour dire j'adore mon supermarché, etc. Ce que fait Amazon d'ailleurs dans les grandes campagnes. Pour des raisons, parce qu'on s'est rendu compte que c'était perçu comme plus authentique par les clients. Donc on s'est dit, c'est bien que chacun représente l'entreprise. Mais ça pose un vrai problème, parce qu'il y a un moment donné où, alors, moi, il me semble que ça, c'est la face, en fait, les réseaux sociaux, c'est la face cachée de l'iceberg. L'iceberg, c'est l'entreprise politique. C'est-à-dire, le problème, c'est à quel moment une entreprise qui n'est pas une entreprise de tendance ou de conviction. J'exclurais la presse, l'église, les partis, etc. Entreprise. Mais une entreprise classique, mettons Danone, qui ne vend pas des idées mais qui vend des yaourts, à partir du moment où une entreprise privée décide d'avoir des valeurs éthiques, ce qui a été encouragé par la loi Pacte, toutes les questions d'entreprise à mission. Entreprise à mission, Danone d'ailleurs. On encourage l'entreprise finalement à choisir des valeurs et à les incarner. Et donc, il y a un moment donné où
ça va poser problème si on demande aux salariés d'incarner ces valeurs. Jusqu'où une grande entreprise peut demander... Doit engager, jusqu'où on engage les salariés. Doit demander à ses caissiers, par exemple, d'adopter les mêmes valeurs. Il y a l'éthique, et vous allez jusqu'à l'idée d'une sorte de soumission presque cérébrale. On dit, le salarié, tu n'as pas le choix, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Et avec la pression de ce qu'on appelle la cancel culture dans notre société, c'est-à-dire le fait que, par exemple, aujourd'hui... Alors, je sais pas, imaginez si J.K. Rowling, par exemple, qui a été condamnée sur les réseaux sociaux pour ses propos dits transphobes, imaginez que J.K. Rowling soit employée au Slip français ou chez Danone. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on licencie une salariée pour des propos qui choquent certaines personnes dans l'opinion, mais qui ne sont pas pénalement Excusez-moi, le sujet d'actualité, mais j'allais vous poser la même question, donc vous m'aidez à la poser, mais il y a eu le débat qu'on a eu récemment sur entreprise et religion. Une entreprise a un collaborateur qui a des activités dans une mosquée dite salafiste, on sait qu'il en est un des responsables, c'est sa vie privée. On ne sait pas s'il est fiché S ou pas. Comment se positionne l'entreprise? Et cette personne, évidemment, fait une forme de prosélytisme, puisqu'il est physiquement sur les réseaux sociaux, il interpelle les pouvoirs publics, donc il mène une action politique, et puis en même temps, pendant 8 heures par jour, il va dans une entreprise. Comment on fait, là, dans ce cas-là? Alors, le droit existe là-dessus? Sur les deux points que vous venez d'évoquer tous les deux, il y a un élément caractéristique dans les deux situations, c'est le caractère collectif de l'information, la diffusion, la publicité. Parce que ce n'est pas la même chose dans un cercle réellement privé que d'échanger des propos, que également d'échanger ces mêmes propos sur du tweet ou sur des réseaux sociaux où nous savons tous que cette information devient publique. Est publique ou va devenir publique. Même quand c'est en réseau privé sur Facebook avec mes amis. Ça ne marche pas, ça. Aujourd'hui, même la génération Y ou Z est parfaitement informée de ce que le caractère privé des réseaux sociaux... Le harcèlement sur Facebook est un leurre. Voilà. Alors, maintenant, pour répondre précisément à votre point, encore une fois, on va opposer d'un côté la liberté religieuse, la liberté d'expression. Voilà. Avec de l'autre, le nécessaire intérêt de l'entreprise. Il est vrai que sur les convictions de la liberté religieuse, le point est effectivement d'apprécier si les convictions religieuses de telle ou telle sont de nature à porter atteinte à l'entreprise. Pour le dire très concrètement, un tweet malveillant critiquant Samuel Paty, pour le dire, puisqu'on est dans une actualité très brûlante, d'un collaborateur qui montrerait évidemment son intérêt pour une forme de radicalité, est-ce que l'entreprise a le droit, sur le plan du droit, de s'en séparer? Alors, si le salarié s'exprime qualité de personne physique sans faire référence à son appartenance à telle ou telle entreprise, évidemment que non. Si il dit moi en tant que responsable de ressources humaines de telle entreprise, je considère que c'est un cas très rare là. On n'en a pas encore là. Non. Mais il y a la question quand même de la position du fait d'être dans une position de représentation. Moi, je pense à une vieille affaire qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais qui était l'affaire de John Galliano, qui avait été licencié par Dior pour avoir même pas sur un réseau social, mais je crois que c'était une terrasse de café. Exactement. Il avait insulté une femme, il a eu tenu des propos antisémites, pour le coup des propos qui sont vraiment répréhensible. Sous alcool et drogue, visiblement. Et il avait été licencié, et vous me le confirmerez, ça a été validé par la justice. Tout à fait. Mais John Galliano était représentatif de l'image. Parce qu'il était en représentation. De cette personne de couture, bien entendu. Benoît Serre, concrètement, l'avenir des entreprises, parce que quand vous faites des réunions avec les DRH, il y a plein de sujets que vous traitez. Alors, il y a le télétravail, il y a le confinement, enfin tous ces sujets, je dirais, très corporate. Mais cette question, elle est centrale, in fine. Oui, elle est centrale parce que, effectivement, il y a toutes les réponses judiciaires dont on a parlé, etc. D'ailleurs, sur le cas des situations de salafisme que vous avez évoquées, l'entreprise, elle est aussi citoyen. Donc, si elle estime qu'un de ses collaborateurs promeut des valeurs contraires aux lois de la République, sa responsabilité d'entreprise, c'est l'article 40 presque. Voilà. Moi, ça m'est arrivé dans l'autre sens. Ça m'est arrivé un jour, la police m'a appelé et m'a dit il semblerait qu'on ait quelqu'un de radicalisé dans vos services et vous pouvez vous renseigner. Ok, moi, je joue le rôle de citoyen. Je ne suis pas là pour faire de la délation. En tout cas, je réponds à la question de la police. La police vous demande. Donc voilà. Donc, est-ce que le sujet, évidemment, il est important, mais. Vous savez, on prend le sujet parce que, vous l'avez évoqué, le sujet, c'est le procès médiatique, en fait. Exactement, c'est la peur que la marque soit cassée. La marque employeur, c'est un sujet important. Je me souviens qu'on avait rapidement expliqué que la meilleure manière d'avoir une marque employeur portée par ses salariés, c'est être cohérent entre ses valeurs et sa manière de faire. Ouais. Donc on revient toujours au même sujet. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas de raison de le faire, ils le font pas. Si on est aligné, si l'entreprise est alignée. C'est un sujet de présence
C'est un sujet aussi il y a des textes qui prévoient que vous pouvez empêcher une organisation syndicale, par exemple, Benoît, de communiquer certaines informations pour leur donner en instance. jusqu'où vous emmenez le protéger salarié l'entreprise. chez Leroy Merlin à aimer sa boîte? Si un salarié vous dit, attendez, moi je viens bosser parce que j'ai besoin d'argent, mais je suis pas là pour m'enquiller les valeurs de l'entreprise. Après tout, c'est son droit le plus absolu, non? Ah mais le sujet n'est pas de savoir si on recrute les gens ou on évalue les gens sur leur capacité à adorer ou pas adorer la valeur de la boîte. Ce qu'on veut simplement, c'est que tant qu'ils sont dans l'entreprise, quand ils exercent leur activité professionnelle, la boîte propose un certain nombre de valeurs et que ces gens-là sont censés les respecter, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas. Ça fait partie du modèle. Ouais. Bon, s'ils y croient et qu'ils s'engagent, c'est encore mieux. Non, mais évidemment. On est d'accord. C'est ce que tout le monde recherche, évidemment. Mais L'engagement. ça, c'est sûr, l'engagement. Mais l'engagement, il vient de plein de sources différentes. Mais la question des valeurs, où je partage modérément ce que vous avez dit, c'est ça. C'est que il ne s'agit pas de dire aux gens, vous devez absolument croire dans les valeurs qu'on vous donne. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans l'exercice de votre mission, vous devez en respecter les principes. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Un dernier mot. On n'est pas sur la liberté de penser. Ouais. On n'est pas sur la liberté de penser, qui est un droit constitutionnel. On est sur le fait que vous ne devez pas, à l'extérieur, de manière publique, émettre des avis foncièrement négatifs ou détruire l'image de l'entreprise par les propos que vous pourriez tenir. Et ça, c'est l'inquiétude. Tout dernier mot, il nous reste peu de temps. Le problème, c'est quand est-ce qu'on est dans l'entreprise ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une fusion de l'identité. En tout cas, les entreprises demandent de plus en plus une fusion de l'identité du moi personnel et de l'entreprise. Et sur les réseaux sociaux, c'est ambigu parce que c'est un lieu qui est, en réalité, c'est même pas l'espace privé, c'est l'espace public de discussion. Et moi, il me semble que c'est très dangereux, qu'il serait très dangereux d'arriver à une situation où l'entreprise définit des valeurs, dont des valeurs politiques, et demande à ses employés de les adopter dans l'espace public. Oui, Je pense que c'est extrêmement dangereux. On va suivre ce dossier parce qu'il y a évidemment la manière dont l'entreprise crée sa charte de valeurs et qu'est-ce qu'elle y met dedans. C'est un autre sujet. Ça, c'est un Très sujet important intéressant. Parce que souvent, quand vous travaillez sur les valeurs, vous travaillez sur les comportements attendus liés à ces valeurs. Et qu'il y a une incidence évidemment sur le rôle du collaborateur. Je peux vous dire que c'est un sujet éternel de discussion avec les partenaires sociaux. La notion de comportement, elle est nécessairement subjective. Et balance ton patron. Vous pourriez faire un débat sur l'évaluation peut-être objective. Et on a fait l'évaluation tout à l'heure. Et en droit sur l'opposabilité de ces fameuses chartes, évidemment. Exact. Et après, il y a un débat sur l'opposabilité. On a fait d'ailleurs en première partie d'émission, ça ne nous aura pas échappé, la préparation de l'entretien annuel. Vous avez vu, avec une professeure à la Sorbonne. Merci Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef de Philonomie. C'est sur Internet, on est bien d'accord? Oui, c'est bilingue. Et c'est bilingue, donc ça permet évidemment de pouvoir élargir le spectre. Merci à Benoît Serre de la NDRH, le vice-président, puis merci à Nicolas Mancret, avocat, qui nous a fait un point précis sur le droit. Merci à vous trois. C'est bientôt fini ces fenêtres sur l'emploi. Ça va intéresser les DRH, les recruteurs. On va avoir un invité dans quelques instants. Il a créé un outil justement pour vérifier que vos CV ne soient pas trop bidons. C'est très compliqué, plus question de mentir. C'est tout de suite. Le CV, bah oui, c'est malgré tout, qu'on soit sur des réseaux sociaux ou pas, ou en papier, dans une petite enveloppe et un timbre, c'est le CV qui fait qu'on vous repère. Attention, le CV, parfois il est un petit peu enjolivé, on a augmenté son niveau d'anglais, on a mis des références employeurs qui n'existent pas. Bref, qui ne l'a pas fait? Nous sommes avec Adrien Ducluseau. Bonjour Adrien. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Moi, écoutez, mon CV est nickel, en tout cas. J'ai fait vraiment en sorte de le nettoyer avant de vous rencontrer. Fondateur de La Relève et de Le Vrai du Faux. Racontez-nous, vous avez un outil qui est quoi? C'est un laser, on lasérifie le CV. Comme ça, le RH n'a pas 8 heures à savoir s'il est vraiment parti faire un stage à Tolède, s'il parle vraiment l'anglais, s'il a vraiment des références. Comment ça marche, votre outil? C'est à peu près ça, effectivement. Le but au départ, c'est exploité par La Relève, qui est un cabinet de recrutement. Le but au départ, c'est de dire comment on fait la différence entre plusieurs profils qui ont à peu près les mêmes expériences, qui ont à peu près le même niveau. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Chez Bismarck, par exemple, vous recrutez quelqu'un. Comment vous allez faire la différence entre deux journalistes qui ont fait à peu près les mêmes écoles, qui ont fait à peu près le même parcours? Nous, on a décidé d'aller travailler ça plutôt sur les références, en se disant que pendant un entretien, en fait, le comportement n'est pas forcément le bon, que ce soit de la part du candidat ou de la part du recruteur. Tout le monde essaie de se vendre. Donc le but, c'est d'essayer d'aller chercher le maximum d'informations dans
dans les expériences précédentes. Adrien, question un peu technique mais importante, puisque vous avez vu, on a fait un débat sur les réseaux sociaux, donc on est tout à fait en phase avec ce qu'on se dit là. La notion de confidentialité, c'est-à-dire que, après tout, on a le droit d'essayer d'enjoliver, non ? Enfin, c'est légal, pas légal ? Parce que c'est gênant. Comment vous allez chercher l'info ? Alors, c'est une très bonne question. Je vais vous répondre en 2 temps. La première chose, c'est qu'effectivement, à la différence des États-Unis, où eux vérifient l'intégralité des informations. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils vont aller vérifier les réseaux sociaux, ils vont aller vérifier le casier judiciaire, ils vont aller vérifier si vous avez une bonne note sur Airbnb. Donc là, on est vraiment sur des sujets en France de liberté complète. Nous, on vérifie uniquement les références. Et quand je vous dis qu'on vérifie, on a l'obligation par la loi de demander les références au candidat. Donc c'est au candidat de donner les références. C'est très important parce que je me disais, tiens, il va falloir aller piocher. Donc effectivement, c'est la CNIL, j'imagine, qui est le rempart évidemment à ces données, enfin à ces contrôles de données, nous sommes bien d'accord. Oui, exactement. Et donc ça veut dire que le candidat, moi j'ai lu dans votre... Le but par rapport à ça, en fait, je répète, c'est pas de vérifier uniquement des informations, c'est vraiment d'avoir une hauteur de vue sur les candidats. Là, on a une étude, c'est un peu pour ça aussi qu'on en discutait, qui est ressortie après. C'est que sur 13 000 demandes l'année dernière, donc sur l'année 2019 et 2020 jusqu'à juillet, on a quand même 25% des candidats qui arrêtent leur candidature quand on leur demande leur prise de référence. C'est ce que j'ai vu, hein. Il y a un candidat sur 4 qui quitte le processus parce qu'ils se disent vulgairement, je vais me faire cramer. Et donc, je vais donc quitter sur la pointe des pieds et je vais remettre un peu de Tipex à l'endroit où j'avais rajouté des choses. Nous sommes en plateau, vous le savez, Adrien, avec des experts, des spécialistes. Un avocat à mes côtés, quand même, me glissait à l'oreille qu'un faux CV, c'est un motif de licenciement, on est d'accord ? Alors, ça peut être un motif de licenciement, ça dépend aussi en fonction déjà du secteur d'activité ou autre. Ça ne sera pas la même chose en fonction si c'est dans la défense, par exemple, ou dans un autre type de secteur. Évidemment. Et après, normalement, c'est aussi à l'obligation de l'employeur de vérifier les informations mises sur un CV. Alors, attendez, je répète. Ouais, avant de nous quitter, Adrien, on a bien entendu qu'il y avait des remparts. Hein. Vous n'êtes pas un enquêteur qui allait le matin à 6h faire des photos devant la maison du candidat. Mais néanmoins, quand vous demandez au candidat, nous aurions besoin de savoir l'adresse et le téléphone de l'employeur que vous citez dans votre CV. C'est ça que vous faites ? Alors nous, on le fait uniquement de façon complètement automatique via les mails. Donc on va lui demander d'avoir l'intégralité des informations, c'est-à-dire le prénom, le nom, le mail, le numéro de téléphone et le poste de son ancien référent. Est-ce que c'était son N+1, est-ce que c'était son N+2 ? D'accord. Ou est-ce que c'était une personne du même niveau ? Et donc, en fait, ensuite, on va leur envoyer des mails où là, on a une dizaine de questions généralistes. Donc, les questions généralistes, c'est est-ce qu'il a bien travaillé chez vous ? Combien de temps ? Est-ce qu'il utilisait l'anglais ? Si oui, quel était son niveau en anglais ? Est-ce que vous le recommandez ? Est-ce que vous le reprendriez s'il repostulait chez vous ? Parce que souvent, les gens recommandent la personne, mais ensuite on demande s'il revenait chez vous. Adrien, finalement, il ne le reprendrait pas. Comme vous êtes dans l'obscurité, Adrien, mais nos 3 invités font des mines. Il y a un vice-président de la DNDRH, il y a une philosophe, il y a un avocat. Ils tirent un peu des mines bizarres, donc comme ça je vous les décrypte. Ça surprend mes invités. Vous avez conscience quand même, moi personnellement, je refuserais que vous accédiez à mes mails. Par ailleurs, je n'ai pas menti sur mon CV, mais je refuserais qu'on vienne entrer dans mon espace de mail. C'est compliqué quand même ça pour un candidat. Je répète, parce que j'ai pas dû me faire bien comprendre. Je répète, on envoie un mail au candidat afin qu'il indique ses références. Donc c'est pas moi qui vais aller dans ces mails chercher les références. D'accord. C'est lui qui nous indique automatiquement. D'accord. On n'a pas le choix sinon. Je répète, on n'a pas le droit. D'accord. C'est assez... Non, mais c'est voilà, la mine c'est un petit peu détendue sur le plateau, comme vous ne les voyez pas. Merci Adrien Ducluseau. Donc c'est évidemment à la demande et le candidat est libre ou pas évidemment de renvoyer ce mail. Il vaut mieux qu'il le fasse d'ailleurs au demeurant parce que sinon il quitte évidemment le parcours de recrutement. Et la question c'est qu'est-ce que la liberté sous la contrainte ? C'est ça, qu'est-ce que la liberté sous la contrainte ? On a une philosophe sur le plateau, Kant est venu nous rejoindre aujourd'hui. Adrien Ducluseau, fondateur de La Relève et de Le Vrai du Faux, qui est un cabinet de recrutement. Merci à Benoît Serre, merci Anne-Sophie Moreau, merci Nicolas Mancret de m'avoir accompagné pour terminer l'émission. Merci à Fanny Gressmer, à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à vous qui nous regardez. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. Je serai là, j'espère.